notre invitée politique ce matin, Nathalie Loiseau, qui est députée européenne et secrétaire nationale pour l'international du parti Horizon. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Nous allons parler d'Horizon tout à l'heure, puisqu'Édouard Philippe était en congrès, premier grand congrès, pour lancer sa candidature à l'élection présidentielle, parce que c'est clair, il sera candidat en 2027. Mais je voudrais que nous commencions avec l'actualité internationale, qui est extrêmement riche, avec Donald Trump et Elon Musk. Quel duo! Elon Musk, qui tout à coup a fait une apparition au congrès de l'AfD, venu soutenir l'AfD, l'extrême droite allemande. Il faut voter pour l'AfD, a-t-il dit. Et qu'a-t-il dit précisément? Regardons l'avenir, ne nous focalisons pas sur le passé. Il a dit cela la veille des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. On va arrêter de dire qu'on ne sait pas ce que pense Elon Musk. On le sait, il nous le dit. On dirait même qu'il passe son temps à nous le dire. C'est pas la première fois qu'il soutient le parti d'extrême droite allemand, dont je rappelle qu'il rassemble notamment des néo-nazis assumés. Des gens qui disent oui, moi je trouve qu'Adolf Hitler c'était formidable. Il y a eu cette polémique un peu absurde, a-t-il fait ou non un salut nazi? Hier, une affiche de l'AfD est publié avec un homme, une femme, des enfants blonds qui font, soi-disant, un toit au-dessus de la tête de leurs enfants, deux saluts nazis. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on accepte de voir que certains en Europe et Elon Musk veulent banaliser, dédiaboliser le nazisme? Aujourd'hui, est-ce que Elon Musk est un révisionniste, un négationniste? C'est un ultra-réactionnaire. Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. On a voulu croire, parce que en Europe, on est très dans le wishful thinking, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'on pense que tout va bien et que c'est pas la peine de s'inquiéter, parce que comme ça, c'est pas très fatigant. On a voulu croire que c'était un libertarien, quelqu'un qui aimait bien se passer des règles, que c'était sympa, c'était le monde d'Internet, vous savez, tous ces inventeurs un peu géniaux. Bon, ils étaient pas très pour les règles, le droit, la loi. En réalité, aujourd'hui, nos vies sont gouvernées par des gens qui n'ont pas été élus, par les patrons de la tech. Ils gouvernent nos vies, ils savent tout, ils ont toutes nos données personnelles. Il n'y a pas un jour où vous n'ayez pas recours à une grande plateforme d'Internet. Et aujourd'hui, ils se cachent plus, ils veulent gouverner, ils veulent nous dire quoi lire, quoi entendre, quoi penser, et eux, ils n'ont jamais été élus par qui que ce soit, et ils ne rendent de compte à personne. Elon Musk qui a publié une carte sur laquelle la Manche est appelée George Washington Channel. Le détroit, en quelque sorte, George Washington, quoi. C'est-à-dire que on s'achète, quoi. On prend. Alors, au mépris de tout, au mépris de tout, c'est-à-dire que il y en a un qui doit ne pas cesser de sabler le champagne, c'est Vladimir Poutine. Ça fait bientôt 3 ans, hélas 3 ans, que nous disons Vladimir Poutine viole le droit international en envahissant un pays indépendant, souverain, l'Ukraine. Et tout à coup, à Washington, vous avez Donald Trump qui non seulement dit bien finalement le Groenland ça me plairait bien. C'est une proie. Je le prendrais bien, mais qui appelle la première ministre danoise pour lui confirmer que elle est incapable de s'occuper du Groenland et que donc les États-Unis devraient mettre la main dessus. On a la même chose sur le canal de Panama. Et vous avez encore en Europe des indolents. Mais qui sont ces somnambules qui vous sont... disent non mais c'est des propos de campagne, c'est de la provocation, il va pas vraiment le faire. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Mais qui sont ces indolents? Ben écoutez, on va commencer, parce que je suis très en colère, par la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen. Elle a été malade, je lui ai souhaité prompt rétablissement. Mais depuis qu'elle est rétablie, je ne l'entends pas vraiment dire ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire dire, écoutez, le Groenland est un territoire qui appartient au Danemark, donc pas touche, tout simplement. Dire quand Elon Musk considère que finalement la loi européenne, le droit européen en matière de grandes plateformes, ce serait mieux de s'asseoir dessus, de lui dire désolé, chez nous ce sont nos règles qui l'emportent, et nous on peut se passer de X,
Mais X peut pas se passer de l'Europe. Oui, mais Nathalie Loiseau, très bien, mais que faire, oui, très bien, c'est pas très doit compliqué. faire l'Europe à propos du Groenland? Il faut pas engager une guerre commerciale avec les États-Unis, parce que Donald Trump est clair. Il a dit au Danemark, si je ne récupère pas le Groenland pour protéger le monde occidental de la Chine et de la Russie, ce sont ses arguments. Si je ne récupère pas le Groenland, j'imposerai des sanctions commerciales au Danemark. Alors on fait quoi? Et vous pensez qu'il faut dire oui? S'il envahit militairement le Groenland, on fait quoi? Vous pensez qu'il faut dire oui, il n'y a pas de problème. Il est membre d'une alliance qui s'appelle l'OTAN, dans laquelle il doit être solidaire des autres membres. Et le Danemark n'est pas le dernier des membres de l'OTAN. Nous sommes membres de l'Union européenne. Et hier, j'ai relevé, pour le coup, pour l'en féliciter, que le général qui préside le comité militaire de l'Union européenne, qui est un général pourtant autrichien, donc d'un pays neutre, plutôt pacifiste, a dit « Ah ben moi c'est très simple, il faut envoyer des troupes européennes au Groenland pour lui dire la sécurité du Groenland, ça tombe bien, on s'en occupe. » Vous êtes favorable à ça, à ce qu'on envoie des troupes européennes au Groenland? Bien sûr, pour dire ça tombe bien, on s'en occupe. Mind your own business, occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. Le Groenland est un territoire, même si les Groenlandais ont une autonomie très large. Oui, mais ils veulent rentrer beaucoup plus profondément dans l'Union européenne. Et cette semaine, il y a une mission de députés européens au Groenland pour leur dire, écoutez, si vous voulez vous rapprocher encore plus de l'Union européenne, bienvenue. Bienvenue. Bien sûr. Bienvenue. Trump, Musk. Finalement, l'Europe est une proie pour Donald Trump, selon vous? C'est assez spectaculaire de voir que depuis son entrée en fonction, à chaque fois que Donald Trump s'exprime vis-à-vis des Européens, il menace. Et à chaque fois qu'il s'exprime vis-à-vis de la Chine, il recule. C'est Joe Biden qui avait obtenu la suspension de TikTok aux États-Unis. Quelle est la première décision que prend Donald Trump dans les 24 heures de son investiture? C'est pas d'imposer la guerre en Ukraine, la paix en Ukraine comme il l'avait promis, c'est de repousser la suspension de TikTok en disant non, on va s'arranger. La semaine dernière, au moment où il menace les Européens de tarifs douaniers, etc., il dit avec la Chine, je suis sûr qu'on va passer un deal. Alors c'est quoi? Ça veut dire qu'ils respectent les gens qui se font respecter, les gens qui font usage de leur puissance, et que tous ceux qui arrivent tête baissée en essayant d'être le plus gentil possible, le plus poli possible pour ne pas avoir d'ennui, c'est eux qui prennent des claques. Alors moi je le dis très clairement, et Édouard Philippe l'a dit très clairement hier au Congrès à Bordeaux, il faut dresser la tête, non pas pour être agressif, les États-Unis sont pas un ennemi, mais il faut apprendre à se faire respecter. Oui, à condition que l'Europe parle d'une voix unie, si je puis dire. On n'a jamais eu autant besoin d'Europe. On n'a jamais eu autant besoin d'Europe. Oui, mais vous êtes gouverné par quelqu'un de faible. Elle est faible, Ursula von der Leyen. Elle n'est pas convaincue de l'utilité de taper du poing sur la table. Parce qu'elle est atlantiste. Mais je vais vous dire un truc, Jean-Jacques Bourdin. Moi aussi, je suis atlantiste. Je suis capable de comprendre que quand vous êtes polonais, quand vous êtes lituanien, que vous avez les Russes à votre frontière ou la Biélorussie, vous avez besoin des États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que on doit se coucher, qu'on est autre chose que des alliés, des partenaires qui doivent être respectés. On n'est pas des vassaux, on n'est pas des clients des États-Unis. Et ça, on peut le dire sans agressivité, mais il faut le dire fermement. Alors, la semaine prochaine, tous les chefs d'État et de gouvernement se réunissent dans ce qu'on a appelé une retraite, on peut appeler ça comme ça, pour parler défense européenne. Il faut évidemment beaucoup parler de la réaction que l'Europe doit avoir face à Donald Trump. La question n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Que doit dire l'Europe? La question n'est pas de mettre de l'huile. Que doit dire l'Europe là? Il y a la réunion aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères. C'est très simple. Dire aux États-Unis, vous avez énormément besoin de nous. Donc n'insultez pas vos alliés, ne menacez pas vos alliés, ne vous trompez pas. On est dans un monde dangereux, où il y a des pays révisionnistes, autoritaires, impérialistes. S'en prendre à ses alliés, c'est une erreur funeste. Vous rendez service à Vladimir Poutine et vous allez être du côté des losers. Bien, 80 ans de la libération d'Auschwitz, élection allemande dans 3 semaines. L'AfD est aux portes du pouvoir, selon vous? Selon les dernières informations que vous avez en provenance d'Allemagne. Non, l'AfD n'est pas aux portes du pouvoir, mais voir une extrême droite aussi nauséabonde,
aussi ambigu, pour dire le moins, sur la période du nazisme, faire des scores pareils en Allemagne, ça doit être un réveil pour nous tous en Europe. Pendant longtemps, l'Allemagne était immune de ce genre de choses. Ça veut dire que la mémoire de la Shoah, au moment où les grands témoins de la Shoah sont en train de disparaître les uns après les autres, c'est ma génération qui doit la reprendre. Moi, quand je suis allée à Auschwitz et à Birkenau, c'est ce que j'ai ressenti. D'abord, je suis tombée dans les pommes, je suis évanouie à Birkenau, tellement c'était, j'allais dire, les murs hurlaient. Cette expérience, je voudrais que le plus de gens possible la fassent pour comprendre, voir ce que Hannah Arendt a appelé la banalité du mal, l'industrialisation de la barbarie. C'est arrivé, et c'est pas arrivé à des milliers de kilomètres, c'est arrivé en Europe. On a des générations de jeunes aujourd'hui, dont un pourcentage absolument effroyable dit qu'il ne sait pas ce que c'est que la Shoah. Alors on dit c'est aux profs oui, c'est aux profs d'enseigner, mais c'est à nous tous d'ouvrir les yeux des générations qui montent sur le fait que la barbarie existe, elle couve et qu'il faut lutter contre en permanence. L'antisémitisme, non seulement n'a pas disparu, mais flambe en Europe, flambe en France. Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont dans ce sens de nourrir les haines, d'exacerber les tensions, ont une responsabilité historique désastreuse et je les combattrai sans relâche. Bien, sans faire de parallèle, évidemment, parce que certains se sont servis de la cause palestinienne pour exprimer une forme d'antisémitisme. Mais Nathalie Loiseau, Trump veut déplacer les Palestiniens de Gaza et les envoyer en Égypte et en Jordanie. C'est effroyable. Quelle idée! C'est effroyable. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce qu'on entend dans la bouche de Trump, mais malheureusement, il n'est pas le seul, c'est le produit d'une époque. Il a été élu, il n'a pas volé son élection. C'est l'absence totale de considération pour la personne humaine. C'est-à-dire, il dit face caméra, face micro, après tout, c'est jamais qu'1,5 million de personnes. Mais c'est 1,5 million d'êtres humains. Donc, il fait aussi peu de cas que de se dire, il n'y a qu'à les mettre ailleurs et comme ça, on sera tranquille. C'est épouvantable, c'est abominable. Les Palestiniens, du fait du Hamas, du fait de l'horreur du 7 octobre, le Hamas a semé le chaos en sachant ce qu'il faisait. C'est-à-dire que non seulement il a pris en otage, il a tué, il a torturé, il a violé, mais il savait qu'il y aurait une réponse israélienne totalement disproportionnée, extraordinairement brutale. Donc le Hamas a exposé la population palestinienne, qui a souffert d'une manière atroce. Mais vous avez un président américain qui répond « il n'y a qu'à les mettre ailleurs ». Mais le président américain est en toute liberté, parce que l'Europe est en toute inexistence. Pardon. C'est pas vrai. Alors, ça, Nathalie Loiseau, comment c'est pas vrai? Vous revenez de Syrie. Je reviens de Syrie. Bon, qu'est-ce que vous êtes allé dire et faire en Syrie? Je suis allé comprendre. Vous savez, moi, les gens qui vous expliquent qu'ils ont tout compris du monde aujourd'hui en lisant 3 articles de presse et en regardant un reportage, c'est pas moi. Moi, je comprends pas si je suis pas quelque part. Donc, je suis allé simplement m'immerger une semaine dans ce pays qui vient de vivre 54 ans d'une dictature atroce, 14 ans d'une guerre abominable, ce pays qui est très largement détruit. Quand vous roulez entre Homs et Alep pendant 2 heures, ça n'est que ruine, des bombardements russes. Je suis allé écouter les Syriens. Ils ont du mal à prendre la parole, parce que pendant 54 ans, prendre la parole, c'était prendre un risque. Et puis quand ils commencent à vous parler, ils ne s'arrêtent plus. C'est un robinet sans fin d'histoires atroces, mais aussi de gens qui veulent croire que la liberté est arrivée, qui n'ont pas forcément envie de se faire dicter leur façon de vivre par 3 barbus. Et ça, c'est des femmes musulmanes qui me l'ont dit. Qui m'ont dit, ça fait 14 ans qu'avec la guerre, on porte tout. On porte nos familles, nos enfants, nos parents, nos hommes sont morts, ou ont été blessés, ou se sont exilés. On a appris à se déplacer plusieurs fois, à gagner notre vie. C'est pas 3 barbus qui vont nous dire comment il faut vivre. C'est des femmes musulmanes traditionnelles qui m'ont dit ça. Donc c'est un pays qui compte, c'est un pays dont les réfugiés sont largement en Europe, c'est un pays aussi où Daesh est toujours présent. Donc c'est un pays sur lequel il faut être très attentif, s'engager. Je ne vais pas vous dire qu'Ahmed al-Shara, c'est l'homme pour qui je voterai. Oui. Bien sûr que non. Mais il faut le soutenir. Mais est-ce qu'on veut attendre que ce soit pire? Il faut le soutenir. Il faut être présent
Il faut lui dire ce qu'on est capable de faire pour aider le peuple syrien et ce qu'on attend de lui en retour. Si on n'est pas là, c'est d'autres qui le seront. Bien, Boualem Sansal vote jeudi dernier, ça a fait beaucoup de bruit au Parlement européen. Alors, certains à LFI ont voté, se sont abstenus et d'autres ont voté contre. C'est les votes de la honte. C'est les votes de la honte, vous vous rendez compte? Mais Rima Hassan, j'avance les arguments, vous me direz, hein, parce que je les ai lus. Sansal n'a pas été arrêté parce qu'il est écrivain, mais pour atteinte à l'intégrité territoriale du pays, suite à ses propos sur la colonisation de l'Algérie par la France. Il défend des thèmes et des thèses identitaires. Il est d'extrême droite. Le texte a été mis à l'agenda par une coalition de droite et d'extrême droite, et il inclut notamment la remise en cause des accords entre l'Union européenne et l'Algérie. Voilà ce qu'elle dit. Alors tout est faux. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté. Tout est faux et tout est à vomir. Tout est faux et tout est à vomir dans ce que dit Madame Hassan. Je vous rappelle que le même jour, elle explique que Boualem Sansal finalement ne l'a pas volé, d'être arrêté, d'être en prison, un homme âgé, fragile, dont le seul tort c'est de ne pas avoir la même opinion que la junte au pouvoir à Alger. Et elle explique aussi qu'une otage israélienne qui vient d'être libérée ne l'avait pas volée non plus parce qu'elle avait été dans la police israélienne en faisant son service militaire obligatoire. C'est le syndrome de elle a été violée mais sa jupe était trop courte, elle l'a fait exprès. C'est dégueulasse. Et pour dire que ce qui a été voté, il a été par l'extrême droite. Je crois qu'à peu près 500 députés européens sur 600, de toutes les nationalités, de tous les bords politiques, des gens de mon groupe, des centristes, des gens de la droite modérée, des écologistes, des socialistes français, ont voté ce texte. Madame Hassan, qui évidemment il y a quelques mois nous disait que l'Algérie c'était la Mecque des libertés, souvenez-vous, n'a qu'une cause, les Palestiniens, et encore pas les civils palestiniens, les terroristes palestiniens. Elle a une chose qui l'anime, c'est la haine d'Israël et des Israéliens. Qu'un écrivain aujourd'hui soit en prison pour ce qu'il écrit ne la choque pas, eh ben c'est dégueulasse. Bien, je voudrais terminer avec Édouard Philippe, en meeting à Bordeaux hier. Il apporte un soutien sans illusion au gouvernement. Je l'ai entendu. Ça veut dire quoi, un soutien sans illusion, Nathalie Loiseau? Un soutien d'abord, parce que les Français en ont assez du bazar, de l'instabilité, et qu'il faut essayer de faire en sorte que le pays connaisse une forme de stabilité, sans illusion, parce que avec l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, morcelée, incapable de s'entendre, certains n'ayant que le mot censure à la bouche, il n'y a aucune réforme, il n'y a aucune action de fond qui pourra être menée avant l'élection présidentielle. C'est une évidence. C'est l'action du gouvernement aujourd'hui consiste à limiter les dégâts. Regardez la préparation du budget. Je ne vais pas vous dire que je suis heureuse de voir un budget où on continue à trop dépenser et où trop souvent la réponse c'est de vouloir augmenter les impôts. Mais Nathalie Loiseau, est-ce que la politique, par exemple, conduite par Bruno Retailleau, vous convient? Certaines choses oui, d'autres non. Certaines choses, oui. Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Écoutez, il s'est fait un peu piéger en expliquant que des jeunes femmes de la droite identitaire, c'est-à-dire de la droite la plus extrême, ils partageaient leur combat. Alors moi, franchement pas. Franchement pas. C'est pas du tout mon genre, mais pas du tout. Et quand il fait une circulaire sur la lutte contre l'immigration irrégulière, alors les bonnes âmes ont dit, mais quelle horreur! Bien sûr qu'il faut lutter contre l'immigration irrégulière. De ce point de vue, il a raison. Mais il manque quelque chose dans ce qu'il dit. Il dit il faut faire attention quand on régularise. Il a raison, il faut faire attention. Bien sûr qu'il faut faire attention. Mais il faut aussi reconnaître qu'on a des métiers, qu'on a des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre étrangère. Moi, je ne souhaite pas que cette main-d'œuvre vienne de manière irrégulière, soit soumise à des trafics d'êtres humains et à toute l'économie grise. Mais dans ces cas-là, il faut accepter, assumer de mettre en place une immigration légale, encadré, choisi, quand il y a des besoins de main-d'œuvre. Et ça, je l'entends pas dans la bouche de Bruno Retailleau, je trouve que ça manque. Alors, Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle de 2027. Comment incarner la rupture avec Emmanuel Macron? Comment incarner la puissance et l'autorité un peu à la Trump? C'est la question qui va être posée, Édouard Philippe. Alors à la Trump, je ne sais pas, parce que la France n'est pas les États-Unis. Trump est arrivé après Biden, parce que Biden était un président qui a fait beaucoup de choses bien, mais qui était quand même très âgé, et qui donnait l'impression d'un homme fatigué. Les Américains avaient besoin d'énergie. Oui, Emmanuel Macron est un homme impopulaire, très impopulaire aujourd'hui.
Et il ne peut plus agir. Et Édouard Philippe est l'homme le plus populaire de France, mais comme il le dit lui-même, le moins impopulaire. Vous savez, la popularité, ça va, ça vient, c'est volatile. La réalité, c'est que l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, avec des partis qui sont dans la cuisine politicienne, pour beaucoup trop d'entre eux, est incapable de répondre aux attentes des Français. C'est tragique, mais c'est comme ça. Moi, je vis le contraire au Parlement européen. On arrive à s'entendre avec des partis qui sont pas les nôtres, parce qu'on pense à l'intérêt général. Aujourd'hui, vous avez beaucoup trop de gens au Palais Bourbon qui pensent à la cuisine. Qui pensent à la cuisine. Donc il y aura un moment de vérité, c'est l'élection présidentielle, c'est à ça qu'Édouard Philippe se prépare. Oui, ceux qui ont écouté son discours hier... la rupture avec Emmanuel Macron à un moment donné ou à un autre. Savez, oui et non, oui. Il se présentera pas contre Emmanuel Macron, Emmanuel Macron ne peut plus se présenter. Il faut qu'il incarne ce qu'il fait très bien, la fermeté, la clarté dans les convictions, l'envie de faire bouger les choses. Tout ce qu'il dit aujourd'hui, il le disait déjà hier, il change pas avec le sens du vent, il est crédible, il est sincère, il a parlé d'autorité, il a parlé des basculements du monde, il a parlé d'Europe, il tient un discours de fermeté, un discours de puissance et un discours de respect des Français. Je crois que c'est ça qu'ils attendent. Et que dites-vous à Marion Maréchal, qui est plutôt favorable à un accord de discuter avec Édouard Philippe? Écoutez, Marion Maréchal, elle est toute seule dans son groupe politique au Parlement européen, donc je comprends qu'elle fait tout pour exister en disant beaucoup de choses. Hier, elle se précipitait au Kremlin, maintenant elle se précipite à Washington pour essayer d'entreapercevoir Donald Trump. Marion Maréchal essaie d'exister. Je peux le comprendre. De là à dire que... Union des droites. Mais union de qui avec qui? Qui est Marion Maréchal? Où sont ses troupes et qu'est-ce qu'elle prône? Personne ne le sait. Pour le moment, c'est une patriote avec la patrie des autres. Merci Nathalie Loiseau d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57.